Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Toi aussi, tu trouves qu'on ne parle pas assez de l'affaire Epstein? Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Lui, c'est Jeffrey Epstein, prédateur sexuel américain. Le diable, l'ennemi ultime de l'humanité. Il parvient à contrôler les personnes qu'il rencontre et à les manipuler à sa guise grâce à son charisme. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Des liens inédits, politiques, amicaux et financiers entre le criminel sexuel et de nombreuses personnalités françaises. 3 millions de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. L'horreur des crimes pédocriminels de cette affaire. Ça vous ennuie si je vomis ? Bonjour et bienvenue en ce jeudi 5 février 2026 dans la France dans tous ses états. Elle est là, en chair et en os, plus en os qu'en chair, mode Koffler à mes côtés. C'est mieux dans je ce suis sens-là, là, oui. Perico Légas, en chair et en os. Oui, je sais, plus en chair qu'en os, c'est ce que vous avez dit. Hein, je vous regarde. J'ai rien dit. Et en face de moi, les deux piliers d'émission sans lesquels il n'y aurait pas, parce que ici c'est le parlons vrai, on parle du réel. Eh ben, c'est en réalisateur, le réel ça n'existe pas. C'est Julien Delmas. Et puis à côté, le lien sacré avec nos auditrices et nos auditeurs, Emmanuel Galasso, que vous allez appeler au 0826 300 300, parce que ce que l'on va vous raconter va inévitablement attirer votre attention et va vous donner envie d'intervenir et peut-être même de poser des questions. Que nous cache vraiment l'affaire Epstein? Il y a eu un petit délai au démarrage, hein. Et en général, les affaires douloureuses, il y a certains médias qui n'aiment pas trop en parler tout de suite, ça fait peur. Là, ça y est, les langues commencent à se délier. Est-ce que ça va être une forme de MeToo? Vous savez, chaque jour, un nouveau feuilleton. Il y a le texte de la ministère de la Justice américain qui révèle des choses. Tout le monde est impliqué, tout le monde est touché. En tout cas, ça prend une proportion, j'allais dire, médiatiquement colossal et évidemment Sud Radio est en première ligne pour dire les choses dans le Parlons vrai telles qu'elles sont. On recevra Georges Kuzmanovic, rédacteur en chef de Fréquence Populaire, qui est un spécialiste des dossiers difficiles et qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de parler vrai. Justement, ça tombe très bien. Que va-t-on faire quand on est électeur du RN s'il n'y a pas Marine Le Pen ou alors peut-être y aura-t-il Marine Le Pen si la justice, si un ou deux magistrats décident qu'elle peut être candidate, et puis si elle n'est pas candidate, eh bien, est-ce qu'il faudra repenser la candidature du Rassemblement National autrement, avec Jordan Bardella? On en parle avec le politologue Guillaume Bernard. Alors là, tenez-vous bien, parce que c'est un peu un scoop de Sud Radio, une exclusivité. L'humanité va-t-elle disparaître si l'on continue à massacrer notre sol? C'est un cri d'alarme que lance Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, un des concepteurs aux côtés d'Emmanuel Macron du mouvement En Marche en 2017, du rêve de 2017 de l'époque. Souvent pressenti pour être chef du gouvernement de la République française. Là, il s'est consacré à un enjeu plus important pour lui, la nature, l'environnement, le sol. Il a écrit un livre, Le chant du sol, qui est un conte par lequel il raconte que si on protège pas notre terre sur laquelle on met nos pieds, eh bien, l'humanité va à sa perte. Et puis, ma chère Maude, alors toujours évidemment, foison de perles plus précieuses les unes que les autres. Il y en a une qui a retenu votre attention. Oui, qui a retenu notre attention. C'est un élève de 7 ans qui a failli récidiver. On a parlé hier de la professeure poignardée par un élève de 14 ans, mais cette fois, c'est passé en école primaire. Un enfant de 7 ans qui a menacé avec un couteau son directeur d'école. Oui, incroyable, parce que l'actualité est assez violente en ce moment. Alors, des refus d'obtempérer, il y en a encore eu un violent. Et puis là, on a une professeure poignardée. Et là, on a un petit gamin qui 7 ans maintenant. Mais souvenez-vous qu'il y a quelques jours, on a parlé justement d'élèves de primaire qui se baladaient avec des couteaux dans leur trousse. Donc, voilà de quoi nous parlerons. Voilà les informations qu'on va vous donner et avec lesquelles nous allons pouvoir échanger avec vous, chers auditeurs, au 0826 300 300. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Oui, peut-être que ça ne concerne pas la France directement, mais la situation au Kurdistan, la tragédie que vivent nos frères et nos amis kurdes qui sont revenus si souvent au devant de l'actualité. On se souvient Madame Mitterrand qui allait le Kurdistan. Les Kurdes, c'est ce peuple, cette nation qui est à cheval sur l'Iran, la Syrie et la Turquie, qui s'est héroïquement battu avec les valeurs occidentales, avec les alliés au moment de la guerre d'Irak pour combattre Daesh. C'est grâce à eux que la guerre a pu être emportée contre l'État islamique, et aujourd'hui on les abandonne. Un peu comme la Pologne a été découpée dans l'histoire, le Kurdistan est régulièrement abandonné par les forces, par les pays qui devaient être les premiers à le soutenir. Les Kurdes sont, j'allais dire, les témoins de cet enjeu de civilisation.
porteurs des valeurs de la démocratie, de la liberté, et c'est eux qui mériteraient beaucoup plus que d'autres conflits. Ils mériteraient notre attention, le soutien de la communauté internationale, de l'Europe, des États-Unis, et on les laisse crever. Alors, le détail aggravant, c'est que en Kurdistan, il y a aujourd'hui des milliers de prisonniers de Daesh, de l'État islamique, des gens extrêmement dangereux, dont certains Français, qui, dans la mesure où les Kurdes doivent s'enfuir et reculer, puisque le nouvel État syrien, la nouvelle légitimité syrienne dont le chef de l'État est un ancien islamiste, et puis on nous explique, vous savez, quand on dit c'est un islamiste, finalement il est fréquentable, il est modéré, on a toujours des mauvaises surprises. Toujours est-il que l'armée syrienne est en train de dégager les Kurdes du nord de la Syrie, du Kurdistan syrien, et que du coup, ne pouvant assurer la garde des prisonniers, on va remettre en liberté des milliers d'assassins et de criminels et de terroristes potentiels. Je vais pas dire dans une insouciance parce qu'on en parle, mais enfin, pas plus que ça, quoi. C'est tout simplement aberrant et hallucinant. Donc, coup de gueule sur Sud Radio. On recevra la semaine prochaine des responsables politiques impliqués dans ce combat qui ont attiré l'attention de nos gouvernements, et notamment celui des États-Unis, qui est prêt à bombarder l'Iran, qui est allé au Venezuela pour capturer le président Maduro, puisqu'il y a une telle capacité de déploiement des forces armées américaines. On aimerait bien que ça soit aussi en faveur de nos frères, de nos amis, des héros du Kurdistan qui se battent avec nous contre un ennemi commun. L'affaire Epstein ou Epstein, je ne sais pas comment vous le prononcez, devient une affaire mondiale. On en parle dans un instant avec Georges Kuzmanovic. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Epstein devient une affaire mondiale et surtout française après la découverte de certains noms parmi les 3 millions de documents rendus publics par le ministère de la Justice des États-Unis. Le nom de Jack Lang en particulier, ancien ministre de la Culture et actuel président de l'Institut du monde arabe à Paris. On en parle avec le rédacteur en chef de Fréquence Populaire, Georges Kuzmanovic. Bonjour. Bonjour. Bonjour Georges Kuzmanovic, merci d'être ici en studio à Sud Radio. C'est une affaire qui a commencé presque en fait divers, qui prend des dimensions, j'allais dire, de grandes affaires politiques. Peut-être scandale d'État, on n'y est pas là, mais on a quand même des présomptions. Vous êtes rédacteur en chef de Fréquence Populaire, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes un observateur. Vous êtes quelqu'un de très renseigné, Georges Kuzmanovic, très expérimenté. Vous en savez beaucoup plus que vous ne dites, et vous êtes prudent là-dessus. Mais vous êtes un adepte du parler vrai. C'est pour ça que vous êtes ici pour décrypter cette affaire. Je rappelle seulement dans votre complexe parcours, riche et fourni, que vous avez accompagné Jean-Luc Mélenchon à ses débuts, quand la France Insoumise était sur des valeurs républicaines, patriotiques, laïcité. Et puis ensuite, il y a eu alors une déviance ou une évolution. Et là, vous êtes séparés de Jean-Luc Mélenchon, mais votre position politique, au départ, il était dans cet espoir d'une nouvelle gauche française proche des réalités. Là, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est l'affaire Epstein, les dimensions qu'elle prend. Georges Kuzmanovic, il y a eu un petit décalage au démarrage médiatique de cette affaire, et encore aujourd'hui, il y a certains grands médias qui ne se tardent pas sur ce sujet. D'autres, ils sont venus depuis ce matin, et puis il y en a d'autres qui restent extrêmement discrets, nous sommes d'accord. Très discret. Merci pour la présentation, père et collègue, c'est très gentil. Je suis qui enfle. Il y a des gens qui sont méchants avec vous, je sais. Oui, bon. Voilà, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est Clémenceau qui disait, si on n'a pas d'ennemis, c'est qu'on n'a rien fait. Et bien sûr, Sud Radio, on connaît le sujet. Allez-y. Et donc, oui, les médias ont du mal à embrayer sur le sujet. Et pour cause. Il y a beaucoup de noms dans ces Epstein Files. Beaucoup de responsables politiques français. Alors, on parle beaucoup de Jack Lang, parce qu'il apparaît beaucoup. En 2 mots, Georges Kuzmanovic, les files, ce sont des révélations faites par le ministère de la Justice américain, c'est ça, qui sont aux États-Unis. Alors, on sait depuis Jeffrey Epstein, oui. La personne en question est morte suicidée. Je ne sais pas s'il s'est suicidé lui-même ou s'il a été aidé. Lui est mort en prison suicidé, et son principal 2019 et son principal entre guillemets complice français s'est aussi suicidé en prison. Voilà, c'est ballot. C'est ballot, hein. Voilà. Mais sur les choses qui arrivent. Hein. On dit rien de plus, on est d'accord. Non, on dit rien de plus. De toute façon, on n'a aucune preuve. Voilà. Mais... Bon. Et depuis circulent en particulier. Et parfois dans la complosphère, comme on dit, les Epstein Files. D'accord. Quels sont les secrets? Bon, et maintenant, parce que Donald Trump l'a promis pendant toute sa campagne, et que l'administration de Biden a complètement bloqué ces fichiers, il faut le reconnaître, il les a finalement
released, comme on dit en anglais, libérés. Enfin, ils sont sortis. Révélés. Et ils sont révélés, et ils sont sur le site du département de la justice américain, le DOJ, Department of Justice. Alors, juste un aparté, on a beaucoup de trucs ici. C'est déjà très très grave ce qu'il y a dedans. C'est sale, c'est dégoûtant, c'est vraiment immonde. Est-ce qu'il faut trier, Georges Curran? Est-ce qu'il faut trier le bon grain de qui en rajoutent, oui. C'est-à-dire qui font des fausses photos, qui rajoutent des emails et qui ne font pas l'effort de comprendre ce qui est dedans, alors qu'il y a déjà énormément d'éléments. Autrement dit, il y a des complotistes qui essaient de récupérer ça. Ça, faut pas le nier. Oui, il y en a qui essaient de récupérer, mais qui inventent des choses. Ah oui. Et à mon avis, c'est aussi fait par certains pour détourner l'attention. Bon, 3,5 millions de différents éléments, emails, photographies, listes diverses et variées. Donc si vous écoutez et que vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, vous allez sur le site, c'est ouvert au public pour le moment, du département de la justice. Vous dites que ça pourrait être oui, parce fermé. qu'il y a une bizarrerie, je vais vous le dire tout de suite. Quelle est la bizarrerie? On va écrire là-dessus sur Fréquence Populaire. Donc vous vérifiez, vous entrez ce que vous voulez dans la recherche du département de la justice, et puis ça vous sort tous les éléments. C'est déjà saisissant pour pas avoir besoin de rajouter des choses qui n'existent pas. Donc oui, pourquoi? Parce que ils ont mis beaucoup de temps à les sortir quand même, hein, 1 an, et une pression des MAGA, donc des votants oui. Donald Trump. Vous avez promis de sortir ces fichiers, pourquoi ils ne sortent pas? Alors ils ont bloqué longtemps, ils devaient sortir en juillet, puis ils devaient sortir en décembre, et puis ils viennent de sortir. Et ils ont dit ça sort pas parce qu'il faut protéger les victimes. Il y a des photos à flouter, il y a énormément de données. Ouf. C'est acceptable. 3,5 millions de données à trier, bon, ça se fait pas simplement. Et donc maintenant, c'est sorti. Et qu'est-ce qu'on découvre? Les avocats des victimes qui ont porté plainte voient leur nom non caviardé, alors qu'il y a plein d'emails caviardés, de noms de personnalités caviardés, mais les noms des victimes ne sont pas caviardés. Il y a même une liste tout à fait étonnante de plusieurs centaines de victimes, en général des jeunes femmes. Oui. Et c'est ouvert. On a leur nom, sauf une. Donc, ils ont fait l'effort d'effacer un nom, mais ils ont laissé les autres. Et là, les avocats sont... Pourquoi, c'est volontaire? C'est pour protéger ou c'est une négligence? Ça leur a échappé? Je ne veux pas savoir si c'est volontaire, mais quand des gens disent on va mettre plus d'1 an pour sortir des fichiers parce qu'il faut protéger les victimes et que les victimes ne sont pas protégées au moment où c'est rendu public, soit c'est fait exprès, soit c'est de la compétence. Parce que pourquoi ça peut être fait exprès? C'est ce que disent certains avocats des victimes aux États-Unis, où c'est un scandale colossal. Rien que cet aspect. Ils disent, mais d'abord ils attaquent en justice, parce que c'est une nouvelle atteinte aux victimes. Parfois, ce qu'elles ont subi est dévoilé à tous, y compris des photographies quand même. C'est incroyable. Ça peut faire que le département de la justice va devoir tout remballer. Ou alors qu'il y aura des vices de forme. Ça, c'est pour les États-Unis. Et pour la France, et même chose? Pour la France, on ne sait pas. Parce que la France, c'est différent. Pour l'instant, on a un système de justice séparé. On a Jack Lang qui est dans le collimateur. Bon, à mon avis, Jack Lang qui est dans le collimateur, c'est insupportable, Jack Lang, en général. C'est un monsieur qui, ça fait 50 ans, est entouré de pédophiles. Que ce soit l'affaire Duhamel, que ce soit l'affaire Metzner, que ce soit l'affaire du Choral, que ce soit Berger. Chaque fois, il est dedans. Il est dans les petits papiers. Oui, mais c'est un complot. Quand on l'entend, c'est toujours un complot. Oui, mais alors lui, ça fait 50 ans qu'il connaît des pédocriminels, mais pas coupable. Parce que la pédocriminalité d'Epstein, elle est monstrueuse, on est d'accord. C'est plus qu'un prédateur, c'est gigantesque. C'est plus c'est vraiment horrible, en fait, Perico. C'est vraiment atroce. Parce que des gens puissants et riches, qui dominent le monde, c'est comme ça depuis toujours. Oui. Et des soirées fines. C'est Kubrick qui avait fait le film Highway Shot. Bien sûr. Avec Kidman, qui est un superbe film. Bon, avec des gens qui, adultes consentants, avec beaucoup d'argent, font des soirées olé olé. Bon, ma foi. Tout ça dans une nébuleuse de centaines de millions de dollars, en plus, Georges. Oui, mais il y a du financier. Qu'ils soient riches, bon, pourquoi pas. Mais là, on parle de jeunes femmes, non consentantes, violées, d'enfants, de préadolescents, d'enfants de 12 ans, et à une échelle, c'est pas une petite affaire dans un village avec 400 notables, c'est une échelle mondiale. C'est atroce. Georges, il y a un auditeur qui veut réagir à votre présence, qui s'appelle Julien, qui appelle de Juvisy-sur-Orge. Julien, vous nous écoutez? Oui, je suis là, tout à fait. Qu'est-ce que vous inspire l'affaire Epstein? Moi, je pense que on perçoit encore là une des nombreuses briques
qui vassalise la France et globalement plus toute l'Union européenne au bon vouloir du pouvoir américain. Et c'est sûr que jamais, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais on peut aussi au-delà de l'affaire Epstein, il y a aussi la Young Leader Foundation qui a forgé les présidents, que ce soit Hollande ou Macron, qui sont passés par là, donc qui sont littéralement agents quelque part de l'étranger. En fait, on est gouverné par des traîtres, et je pense que l'intégralité du corps constituant nous gouvernant aujourd'hui est traître à la nation. Je pense qu'on a un gros problème. La France est dans de mauvais draps, malheureusement, et nous pousse vers une guerre au profit des Américains, qui n'a aucun intérêt pour nous. On a beaucoup plus d'intérêt à commercer économiquement avec la Russie, où on n'a pas de frontières terrestres naturelles entre nous, alors que les Américains, on a un océan entier qui nous sépare, et pourtant on va acheter du gaz aux Américains avec des coûts exorbitants, et en fait on devient littéralement les vassaux des Américains, et c'est quand même très dramatique. Julien, pendant que vous parliez, pour ceux qui n'ont pas l'image, Georges Kuzmanovic a applaudi. Pourquoi vous avez applaudi Georges Kuzmanovic quand il a dit un féodation à l'américaine? Julien de Juvisy, ça? Oui, Julien de Juvisy. C'est pas un type de noblesse, mais c'est un auditeur de Sud Radio. Julien de Juvisy, je dois vous féliciter pour votre lucidité, et vous avez parfaitement raison. Et là, ce qui m'étonne, en dehors de cette affaire sordide et des histoires de viol, de pédocriminalité abominable à une échelle industrielle et mondiale, qui implique énormément de gens connus, ce à quoi ne s'attaquent pas nos médias, c'est pas juste de dénoncer telle ou telle personne, c'est ce que vient de dire Julien. Bien sûr. Ça fait quoi d'avoir des photos d'un Premier ministre ou d'un ministre de l'économie ou de telle ou telle personnalité politique ou de tel ou tel industriel à quatre pattes avec, par exemple, un mineur en dessous? Vous obtenez beaucoup de choses avec ça. Georges Kuzmanovic, est-ce que ça peut ressembler à un compromat? Vous savez, quand un État ou une puissance veut compromettre quelqu'un... Un compromat, c'est le mot russe. Je dis ce que c'est. On filme quelqu'un dans une chambre d'hôtel avec une prostituée et on garde la photo en image en disant... et donc, certains prétendent que M. Poutine aurait des photos de M. Trump en situation... C'est pour ça que M. Trump fait tout ce que M. Poutine lui demande. Oui, alors ça a été prouvé par des enquêtes aux États-Unis que tout ça a été un immense n'importe quoi. Du côté de Poutine, et le KGB avait inventé le mot compromat, qui est resté et qui s'applique à tout, mais là c'est un compromat de taille colossale. Donc pour vous, Epstein, c'est un compromat. Et par exemple, moi ce qui m'intéresse peut-être bien plus que Jack Lang, même si Jack Lang et sa fille, quand même, on se gêne de dire on n'était pas au courant. Lui, ça savait pas. C'est à l'insu de son plein gré. Sa fille, Epstein, 2 jours avant sa mort, lui met $5 millions en héritage. Il y a des prêts d'avion. Elle a ouvert un compte en banque avec lui dans les îles Caïmans et tout ça. Elle dit j'étais naïf, je ne savais pas. Bon, c'est rigolo, tout le monde trouve ça ridicule. Mais tout ça est accessible. La question, c'est qu'est-ce que faisait Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie française, en 2018 avec Epstein. Il y a une enquête qui avait été ouverte. Et là, je dois rendre... Vous avez critiqué la France insoumise telle qu'elle est devenue, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Mais il faut leur rendre honneur ce coup-ci, parce qu'ils ont proposé, par le député Léaumont, d'ouvrir une enquête parlementaire. Commission d'enquête. Et je voudrais bien voir qui va refuser une enquête parlementaire sur ça. On a Julien de Juvisy a raison. Qui de nos ministres sont... Est-ce qu'ils sont un peu coincés avec la braguette du pantalon ou pas? Le nom de Macron est cité. Alors, il est cité, il n'y a aucune preuve de rien. Il y a plein de noms qui sont cités, mais il y a des gens qui sont cités. Disons bien, il n'y a aucune preuve contre le président de la République, même s'il est cité. Il n'y a aucune preuve contre le président de la République. Mais là où Julien, votre auditeur, faisait le lien et qui est intéressant, c'est qu'on a déjà... On est quand même inquiet en Europe, en France, des ingérences étrangères, en particulier russes. On en parle tout le temps. Oui. Bon, mais là, on a... les téléphones sur écoute, c'était les États-Unis, hein. Hollande et Merkel. On a un Himalaya devant nous. Quand François Hollande était président, on a découvert que la NSA nous écoute. Les États-Unis veulent prendre le Groenland au Danemark. Le siège européen de la NSA et système d'écoute échelon est à Copenhague, capitale du Danemark. Notre président et le précédent ont été Young Leaders. Monsieur Benjamin Haddad, qui est ministre de l'Europe, était Senior Chief Europe à l'Atlantic Council. Le président de la France reçoit le 24 septembre dernier à New York le prix
remis par Larry Fink, le patron de BlackRock, du meilleur employé de l'année des États-Unis, c'est-à-dire le prix du Global Citizen Award de l'Atlantic Council, plus les gens qui étaient au German Marshall Fund, plus... Enfin bref. Et quand on vend des ventilateurs militaires à une société américaine, Roland Lescure dire mais non, c'est pas grave, une partie des capitaux resteront français. Contre l'avis de la Direction Générale de l'Armement quand même. Et alors qu'un des avantages qu'on a, contrairement à beaucoup de pays européens, c'est qu'on a certains types d'armements qui sont 100% à nous. Ce qui fait que les États-Unis ne peuvent pas dire « Ah, là, il y a un boulon qui est fabriqué chez nous, donc vous vendez pas, ou vous faites ceci, ou vous faites cela. » Là, il crée les conditions pour que le Rafale ne puisse plus être vendu si jamais le Dodge, à nouveau, américain, disait « Ah ben non, on produit les ventilateurs de telle partie du Rafale. » Conclusion, Georges. Donc, conclusion, c'est que... on peut s'attendre à d'autres rebondissements ou non? Oui, mais là, ce que devraient faire les journalistes, partout, c'est comme ça a été fait avec les Panama Papers et ceux qui ont enquêté sur la corruption. Là, il y a un compromat géant, un système de corruption généralisé. Ça ne veut pas dire que telle ou telle personne. Bien sûr. Il faut faire l'enquête. Il faut travailler et poser les questions, que ce soit en commission, que ce soit parlementaire, que ce soit la justice ou que ce soit les journalistes. En tout cas, la porosité de nos élites et la promiscuité à un moment donné entre nos dirigeants et ce monsieur sont quand même très alarmantes, vous êtes d'accord? Et ça, c'est avéré. Ils sont alarmants. Et si je peux me permettre une dernière chose, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les Epstein Files. Ça devrait s'appeler les Maxwell Files. Pourquoi? Maxwell Files. Parce que sa femme, c'est Ghislaine Maxwell. Du Mania. Et elle est la fille de Robert Maxwell, le Mania. Le Mania de la presse. Vous vous souvenez comment il faisait? Le Mania de la presse britannique, qui a été agent triple Mossad britannique russe et qui est mort. Bon, il est tombé de son bateau. Il est tombé de son bateau, arrêt cardiaque, tout ça. Bon. Oui. Alors on trouve dans les fichiers Epstein, là, actuels, qu'il avait menacé le Mossad de dévoiler qu'il travaillait pour eux et qu'il demandait 400 millions de livres pour renflouer son affaire. Sa fille n'a jamais été poursuivie. Et rappelez-vous ce que faisait Maxwell. Quelle était sa technique quand il avait tabloïd britannique? Il mettait des photos et il dévoilait et il menaçait des gens que leurs photos soient mises dans les tabloïds si il ne l'arrangeait pas dans son empire financier. Tout à fait. Qui présente Jeffrey Epstein à Ghislaine Maxwell? Robert Maxwell. Ah. Là, vous faites un lien, vous rouvrez une porte nouvelle dans notamment une porte nouvelle. Il suffit de lire les fichiers. Les choses sont assez écrites clairement. Georges Kuzmanovic, nous arrivons hélas au terme de cet entretien. Je suppose qu'il y en aura d'autres parce que je pense que cette affaire va connaître des déploiements nouveaux. Vous serez disponible pour venir nous décrypter ce... Bien sûr, toujours. Voilà. Merci d'avoir été là en tout cas. Merci à vous. Et à très bientôt. Et vous restez bien avec nous pour les perles. Jérôme Guedj, candidat à la présidentielle, le droit de vote bientôt accordé aux étrangers et foultitude d'autres informations aujourd'hui. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Un nouveau candidat à la présidentielle vient de se désigner à gauche, c'est le député socialiste Jérôme Guedj. Mais oui, Maud, plus on est de fous, plus on rit, aussi. Oui. Vous voyez, on dirait que c'est vraiment le siècle, la présidentielle, venez nombreux. Non, je veux être sérieux parce que la démarche c'est vrai qu'il y a pléthore de candidats, la gauche, elle sait très bien qu'elle ne pourra gagner que si elle est unie. Là, on est en train de faire des ramifications dans tous les sens. La démarche de Jérôme Guedj est très précise. Il dit qu'il incarne une gauche républicaine, avec des valeurs précises, qu'elle n'est pas représentée par la France insoumise, que la primaire, il trouve ça ridicule entre Monsieur Ruffin, Tondelier et puis les dissidents du PS, ça ne va faire que de la division. Il y a aujourd'hui des valeurs de gauche auxquelles il croit et il dit les seules qui peuvent gagner, ce sont celles-là. C'est la gauche républicaine, la gauche patriotique, celle qui pose les vrais problèmes. Il y a des problèmes de sécurité, des problèmes d'immigration. Voilà, il faut pas cacher la face et c'est cette gauche-là qu'il va gagner. Donc il a décidé qu'il serait candidat. Alors, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Je ne sais pas. On sait toujours que quand on se pose en candidat, ça permet de négocier des situations. Je pense que Jérôme Guedj est un élu socialiste, un député sincère et convaincu, qu'il y a ensuite un peu de tactique et de stratégie. Ça n'écarte pas, mais enfin, le problème qu'il pose est un problème légitime. Effectivement, il y a besoin d'un candidat de gauche. Elle a besoin de gagner, je me mets dans la tête de la gauche. Voilà, il faut qu'elle mette le maximum de chance de son côté. On sait que du côté de la France insoumise, les portes seront fermées, même s'il y aura un beau score. Et puis, alors, la primaire, on a vu ce que ça a donné les autres fois. C'est une catastrophe. Maud, on apprend, ça s'est passé à l'Assemblée nationale, les étrangers extra-européens pourraient bientôt voter
et se présenter aux élections municipales en France. Mais qui a eu cette idée folle ? Déjà, Perico, quand on n'aime plus son peuple et qu'on ne veut plus lui faire démocratiquement confiance, qu'est-ce qu'on fait ? On change de peuple. Ça, c'est Nietzsche. C'est pas très écolo, mais c'est comme ça. La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc adopté hier en deuxième lecture la proposition de loi visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Le texte sera examiné en séance publique dans une semaine. C'est une histoire qui date puisque cette proposition de loi avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mai 2000. Le texte avait ensuite été voté au Sénat en 2011, alors que la gauche y était majoritaire. Et le revoilà entre les mains des écolos. En fait, ce texte, il est un peu comme Jacques Lang, étonnamment, il n'a pas pris une ride. Si ce texte est définitivement adopté, il lui faudra encore être approuvé par référendum, comme le prévoit la Constitution, pour effectivement entrer en vigueur. Ce qui, je parle en mon nom bien sûr, exploserait définitivement la souveraineté de la France, les Français n'étant désormais plus seuls décisionnaires de leur avenir politique. Alors j'apporte une précision, vous savez au départ, et ça avait fait grand bruit, il s'agissait d'accorder le droit de vote aux ressortissants de l'Union européenne uniquement pour les élections municipales. Là, la France insoumise, notamment la députée Obono, a dit ils sont près de... Elle reconnaît, il y a près de 8 millions d'étrangers. Ils sont impliqués dans la vie économique et sociale, ils payent des impôts, ils cotisent, donc ils ont droit de participer aux élections municipales. Je rappelle que pour l'instant, la loi est formelle. Ils ne peuvent pas avoir de mandat d'adjoint ou de maire, car les maires et les adjoints font partie des grands électeurs qui élisent les sénateurs et que le Sénat est une chambre de parlement. Il y aurait donc atteinte à la souveraineté nationale, mais avec 8 millions d'étrangers qui auraient le droit de participer aux élections municipales et d'être conseillers municipaux, c'est quand même la porte ouverte à des gens qui n'aiment pas la France, qui sont chez nous, peut-être qu'ils font leur travail correctement, idéologiquement ils sont contestables, et nous pourrions, on évoquait c'était hier ou avant-hier, la possibilité qu'il y ait des membres des frères musulmans qui entrent dans les conseils municipaux. Là, si on ouvre le droit de vote aux ressortissants non européens résidant en France, on s'expose quand même à des situations peut-être extrêmement difficiles dans certaines communes. Donc on appelle le Parlement à une grande vigilance et à notre classe politique à un sens aigu des responsabilités. L'Union européenne fait de moins en moins rêver les Français. Alors, l'Union européenne, elle commence à avoir du plomb dans l'aile. Dieu sait si c'était un terme sacré, que si on était eurosceptique, on pouvait pas être candidat à la présidentielle. Hein. Chirac a hésité au moment du référendum de Maastricht. Il y avait 25% des Français qui étaient assez dubitatifs sur l'Europe. Ils sont passés à 29%. Alors, il est vrai que les affaires qui s'accumulent, notamment les traités internationaux et le Mercosur en particulier, commencent à se faire... On se pose la question, mais est-ce que l'Europe nous vaut vraiment du bien? Est-ce qu'elle est profitable à la France? Et puis ensuite, quand on voit que la Commission européenne prend des dispositions contraires aux intérêts français, que l'Union européenne fait en sorte qu'on puisse importer du poulet ukrainien de façon, j'allais dire, totalement détaxée au détriment de nos éleveurs, je pourrais multiplier les exemples des résolutions et des dispositions européennes qui ont porté un préjudice à l'économie française, à la société française, j'allais dire aux intérêts de la France. Est-ce qu'on a droit à notre protection? Est-ce que la préférence communautaire, qui était le but du traité de Rome, du marché commun, qui n'existe plus parce que l'économie européenne est ouverte à la concurrence du monde entier et que grâce à ça on peut importer en Europe des produits qu'on a l'interdiction fabriqués en Europe. Alors effectivement, il y a 29% des Français qui sont sceptiques sur l'Europe. Je pense que ça ne va pas, vous voyez, c'est encore un parti politique qui va passer de 29 à 39, 39-40, je sais pas, on verra où ça arrive. En tout cas, le problème est posé. Jusqu'au jour où on se demandera si est-ce que l'euro est vraiment une si bonne solution que ça. Même des économistes favorables à l'euro commencent à se poser la question. Maud, tandis que... non, on va parler du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est ça. Qui vient de désigner la France Insoumise comme étant un parti d'extrême gauche. Non mais franchement, Perico, quelle révélation! Quelle surprise! Chacun. La France Insoumise, ce parti ultra-communautariste qui milite davantage pour la survie des peuples étrangers que pour la survie de son propre peuple. Ce parti qui hurle chaque semaine que la police tue. Ce parti racialiste, comme l'a de nouveau prouvé Marianne la semaine dernière. Ce parti qui encourage la violence, la censure et le révisionnisme. Ce parti-là serait, d'après le ministère de l'Intérieur, un parti d'extrême gauche. Oh, comme c'est bizarre! Alors vous imaginez bien que la personne sacrée de Jean-Luc Mélenchon a vivement réagi en dénonçant une république bananière. Il accuse le ministre de l'Intérieur d'avoir pris une décision à la Trump et les Insoumis ont immédiatement saisi le Conseil d'État pour contester cette décision. Alors là, écoutez, je comprends pas Jean-Luc Mélenchon. Alors parce que extrême droite, c'est mauvais, c'est méchant. Extrême droite, c'est extrêmement mauvais, extrêmement méchant.
extrême gauche. Gauche, c'est juste, c'est génial, c'est la vérité, c'est le bon sens. Donc extrême gauche, ça veut dire extrêmement juste, extrêmement politique, extrêmement intelligent. Moi, je me féliciterais d'être classé à l'extrême gauche si j'étais Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, le mot extrême, finalement, est interprété de façon différente. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Chacun son tour, la balle au centre. Tandis qu'une professeure d'art plastique est toujours entre la vie et la mort après avoir été poignardée par un collégien, on a peut-être échappé à une récidive en primaire cette fois. C'est un enfant de 7 ans qui a été réprimandé par du personnel de l'école. 7 ans, hein, je dis bien 7 ans, c'est l'âge de raison. Hein. Il a sorti un couteau. Donc maintenant, voilà, ils arrivent armés à 7 ans. Il a menacé. Rien de plus à dire, juste que dans un contexte, vous me direz en général, ce genre de tragédies se suivent. Et là, ce gamin, ce petit garçon, je vois mes enfants quand ils avaient 7 ans, et au milieu de l'école sortir un couteau et menacer. Il a vraiment menacé. Il a essayé de s'en servir. Peut-être que le moment est vraiment venu là de se poser la question sur le fond. Est-ce qu'il faut fouiller les sacs? Enfin, on a tout essayé. C'est-à-dire que demain, nous pourrons réavoir comme à Saint-Jean-de-Luz et comme avec cette professeure là qui est encore entre la vie et la mort, on peut avoir une tragédie. Donc voilà. À bon entendeur, salut, et aux gens responsables à prendre leur disposition. Et forcément, tout cela inquiète les professeurs de plus en plus nombreux à redouter les altercations avec leurs élèves. Oui, alors là, c'est un sondage, une étude qui a été faite. Alors, on se demande, je pense que les chiffres sont dans la réalité plus anciens que ça, mais là, on a mesuré l'inquiétude. Les enseignants, pour certains établissements ou dans certains quartiers, vont au travail la peur au ventre. C'est-à-dire l'éducation nationale, on va transmettre le savoir, on va éduquer des enfants, on va, j'allais dire, les élever de façon culturelle, on va leur apprendre les valeurs de la société et en même temps les connaissances et les savoirs. Et cet homme-là, qui est un saint homme, comme un infirmier, comme un policier, l'autre apporte la santé, l'autre apporte la sécurité, il va au boulot la peur au ventre, mais face à des enfants. On pourrait dire, bon, c'est un gardien de prison, il va face à des gens qui ont commis des crimes, il va face à des enfants, des adolescents, sur les bancs de l'école de la République. Si ce n'est pas l'école de la République, c'est une école privée avec des valeurs, j'allais dire, religieuses, eh ben, ils vont aujourd'hui la peur au ventre. Les policiers vous disent d'ailleurs quelquefois, on fait très attention à ce qui va se passer dans certains quartiers, parce que si on sait que nous avons le malheur de sortir notre arme trop tôt, on va s'en prendre plein la gueule. Et puis, dans le corps médical aussi, vous avez des médecins qui disent je fais attention où je vais quand je suis en SOS médecin, parce que si je ne prescris pas le médicament ou l'arrêt de travail, je risque de prendre des coups. Voilà où en est la République française. Il y a de quoi s'inquiéter, ma chère Maude, n'est-ce pas? Il y a de quoi s'inquiéter. Marine Le Pen a-t-elle raison de s'inquiéter, elle, de sa possible inéligibilité en 2027? Les choses peuvent changer. On en parle dans un instant avec le politologue Guillaume Bernard, et on vous invite à nous appeler en direct au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Marine Le Pen va-t-elle finalement pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2027? Le parquet général a requis mardi la confirmation de la peine de 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen, mais cette fois sans exécution provisoire. La Cour d'appel de Paris a promis une décision à l'été 2026. Il faudra donc attendre quelques mois encore pour connaître le sort judiciaire et politique de Marine Le Pen. On en parle avec le politologue Guillaume Bernard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume Bernard, merci d'être sur Sud Radio. Bon, deux scénarios se présentent à nous, Guillaume Bernard. Un, c'est 2-3 magistrats qui vont décider de l'avenir de la République française, en leur âme et conscience. C'est le droit français. Ce sont les députés qui l'ont voulu en donnant à l'autorité judiciaire le pouvoir de valider ou pas la candidature d'une personnalité politique à la présidence de la République. Acte 2, le RN serait en train d'accepter, d'intégrer l'idée que ça ne sera peut-être pas Marine Le Pen qui sera candidate et qu'il faut donc, elle l'a dit courageusement, si je dois me sacrifier, je me dois me sacrifier, mais le RN sera présent à l'élection présidentielle. Donc on ouvre la porte à ce que ce soit Jordan Bardella. La situation est à peu près là ou non aujourd'hui Oui, absolument, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le plus vraisemblable, c'est que Marine Le Pen sera invalidée, incapable de se présenter, parce que même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, la peine risque d'être de plus de 2 ans, ce qui là l'empêcherait d'être véritablement candidate et donc de faire campagne. Il est possible
Guillaume Bernard, justement, pardon de vous interrompre. Quel est le délai exact si on avait une justice très coquine qui donnerait une condamnation qui arriverait pile poil avec la date qui rendrait la candidature possible? C'est 18 mois, 19 mois, quelque chose comme ça? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut présenter sa candidature au Conseil constitutionnel et les, entre guillemets, parrainages environ 3 mois avant l'élection. Donc, effectivement, si elle était condamnée à 2 ans, ce serait jouable. En revanche, il est possible que les juges du fond décident de condamner à une peine inférieure de celle requise par le parquet. Mais cela dit, de toute façon, même si elle était condamnée à une peine qui lui permettrait quand même d'être candidate, elle perdrait symboliquement le fait d'être la candidate d'un parti propre qui n'a pas traîné dans les affaires, etc. Donc, dans tous les cas, ça l'handicaperait et j'ai plutôt le sentiment que le RN se prépare vraisemblablement à désigner un autre candidat qui, lui, alors pour le coup, a un avantage, c'est qu'il ne serait pas condamné, mais qui a d'autres inconvénients. On peut en parler si vous le voulez. Étant entendu, Guillaume Bernard, que le parquet, dans la mesure où la peine serait inférieure à une inéligibilité, genre 24 mois, le parquet peut toujours se pourvoir en cassation, ce qui fait que l'affaire n'est pas close. Et elle dit elle-même, je serai encore judiciable candidate. C'est ce qui rendrait la situation compliquée. Donc l'autre option, c'est qu'elle déclare, j'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'a priori, dans un parti comme le RN, il n'y aura pas de primaire. Même si peut-être que le RN pourrait avoir avantage à essayer d'empêcher des candidatures parasites venant de Marion Maréchal, de Florian Philippot, de Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi pas de Sarah Knafo, en organisant une primaire. Et il est vraisemblable qu'il remporterait, que son candidat remporterait la primaire. Mais ça n'est pas dans leur logiciel. Et donc, le plus logique, c'est que le président du parti deviendrait le candidat. Alors, il a un avantage, c'est que effectivement, il est déjà aguerri aux élections. On sait qu'il a mené la liste du RN à plusieurs reprises aux élections européennes, mais il n'a pas l'expérience d'une campagne présidentielle que Marine Le Pen a. Et il faut bien le reconnaître, faire 13 millions de voix comme l'a fait Marine Le Pen, ça n'est pas donné à tout le monde. L'inconvénient qu'a Jordan Bardella, c'est très clair, c'est que il ne fait peut-être pas autant l'unanimité au sein du RN que Marine Le Pen, et d'autre part, c'est un politicien professionnel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait que de la politique, il n'exerce pas, il n'a pas exercé de métier. Vis-à-vis d'une partie de l'électorat, ça peut être quand même un obstacle. Je dis bien un métier, je ne parle pas des diplômes, parce que on est bien d'accord. Une catégorie de gens qui étaient très diplômés et qui ont mis la France dans un tel état qu'on peut se dire que les diplômes ne sont pas la garantie de l'efficacité. Mais en revanche, le fait de n'avoir jamais exercé aucun métier, boulanger, ébéniste, avocat, médecin, ça peut être pour un deuxième tour un obstacle effectivement Guillaume Bernard, je vous interromps 2 secondes par rapport à votre remarque, qui est celle que j'entends dans la rue. Pour l'instant, on n'a élu que des gens élus, compétents, expérimentés, qui ont fait leurs preuves, qui ont eu des responsabilités. Le résultat n'est pas aussi satisfaisant qu'on pourrait l'espérer ou le croire. Et si on essayait quelqu'un qui justement ne s'est jamais planté parce qu'il n'a pas eu à prouver des expériences ou des mandats ou des responsabilités qui finalement ne donnent pas plus de supériorité. Est-ce qu'avec sa virginité et sa fraîcheur, il serait pas à même de prendre une forme de gouvernance qui serait meilleure que ce qu'on a connu jusqu'à présent ? Eh bien, en tout cas, c'est très clairement une partie des raisons pour lesquelles l'électorat, de manière générale, vote RN, puisqu'il n'a jamais été à la tête du pays, et de manière plus particulière pour Bardella, parce qu'effectivement, il apparaît comme étant neuf. On peut avoir, vous savez, une présidentielle très intéressante, avec un renouvellement du personnel politique et un renouvellement des générations, avec des gens qui ont la trentaine, que ce soit Attal, Knafo ou Bardella, avec évidemment des profils très différents, mais un renouvellement du personnel politique qui serait, pour le coup, assez intéressant. Parce qu'on aurait des gens qui n'auraient jamais été candidats jusqu'à présent à la présidentielle. Tout à fait. Autre scénario possible, Guillaume Bernard. Jordan Bardella est élu président de la République française. La 5e
République continue, il nomme un Premier ministre, un chef de gouvernement qui s'appelle Marine Le Pen. Nous savons que l'article 20 de la Constitution stipule que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Marine Le Pen, à l'hôtel Matignon, avec un Jordan Bardella qui annonce le jour de sa nomination, je confie au Premier ministre le soin de déterminer la politique et de conduire la politique de la nation, et le pouvoir exécutif est à Matignon. Jordan Bardella disant, mais moi je fais tout simplement comme la 5e, j'arbitre, mais la politique de la France est conduite par Madame Marine Le Pen à l'hôtel Matignon. Est-ce que c'est un scénario envisageable? Alors, sur le papier, oui. Dans la réalité, on sait bien que c'est quand même à l'Élysée que sont prises les principales décisions. C'est l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire le chef de l'État qui assure la continuité de l'État, l'intégrité du territoire. Et donc, on dit s'ils s'entendent bien, s'ils font un duo, s'ils font un ticket, ça va bien se passer. Pourquoi vous êtes inquiet? Oui, mais cela étant dit, il y a quand même une hiérarchie, il y a un chef de l'État et un chef du gouvernement, et dans la 5e, c'est le chef de l'État qui domine. Après, évidemment, ça se traduit par exemple par le fait que c'est le chef de l'État qui nomme les ministres. Certes, en accord et en concertation avec le Premier ministre, c'est quand même le chef de l'État. Disons que le scénario... Je suis pas inquiet sur leur... Guillaume Bernard, on n'est pas inquiet sur l'accord qu'il peut y avoir entre Marine Le Pen et Jordan Bardella dans la composition du gouvernement. Normalement non, et j'espère pour eux qu'effectivement ils ne vont pas se diviser à peine arrivés au pouvoir, parce que alors là pour le coup c'est les Français qui seraient verts de rage. Si tant est Guillaume Bernard qu'ils aient une majorité cohérente à l'Assemblée nationale, qui est la deuxième étape. Exactement, et j'allais y arriver, c'est que tout dépend effectivement de leur capacité à avoir une majorité et une majorité stable, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis assez étonné du discours lancinant qui consiste à attaquer systématiquement la procédure de l'article 49 alinéa 3, parce que c'est quand même ce qui permet à un gouvernement qui n'aurait pas de majorité absolue de tout de même, je dirais, juguler des oppositions qui sont en fait quand même minoritaires. Ben, la preuve, ils y sont venus, ils ont pris le médicament dont je prendrai pas le médicament, il l'a pris parce que sans ça il n'y avait pas de solution. Exactement. Pour autant, Guillaume Bernard, il y a ce doute au sommet du Rassemblement national, qui sera candidat? Est-ce que la justice va permettre ou pas à Marine Le Pen d'y aller? Est-ce que la détermination, j'allais dire, du peuple français, de la société française, à un changement, à un bouleversement, vu la situation, l'exaspération des Français, cette ingouvernabilité de l'Assemblée nationale consécutive à la dissolution, est-ce que la force de changement, la détermination de bousculer tout ça est pas plus forte que de savoir si ça sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Ah oui, bien sûr, ça vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que là, le principal danger pour le RN, c'est est-ce qu'il ne risque pas, s'il arrive au pouvoir, de décevoir pour deux raisons. Un, parce qu'il n'arriverait peut-être pas à mettre en œuvre son programme, et deux, on y pense moins, mais c'est important, toutes les idées que les électeurs projettent sur le RN et qui ne sont pas forcément celles du RN. Et donc, la distorsion entre ce que l'on escompte, ce que l'on promet et ce qui se fait réellement, là, effectivement, ça risque d'être un problème. Et vous savez, on peut avoir un scénario italienne, scénario, vous savez, Salvini qui gouverne, qui fait des concessions, qui ne satisfaisait pas autant que cela et qui dominait, je dirais, le camp national, et puis les Fratelli d'Italia avec Meloni qui était très en recul. Et puis, au final, c'est Meloni qui a siphonné la Ligue, et je pense que ça fait partie du scénario qu'envisage Zemmour et Knafo, en espérant effectivement que le RN n'arrive pas forcément ou à ses fins ou à gouverner. En tout cas, il est clair qu'il y a pour la présidentielle et les législatives de 2027 un enjeu énorme de est-ce que les Français continuent à avoir un petit espoir dans la politique, ou est-ce que définitivement rien ne va, et que là, un mouvement du type Gilets jaunes puissance 10 pourrait se mettre en branle. Guillaume Bernard, 1 minute de politique fiction. Imaginons qu'à demi-point près, Jordan Bardella ne soit que 3e, que quelqu'un lui passe devant. Quel scénario? C'est impensable, parce que là, il y a des gens qui me disent, finalement, à cause de ça, Hollande risque d'être réélu président de la République française. Voilà, quel est le candidat qui passerait devant Bardella, à droite ou à gauche? Face à qui? Face à Édouard Philippe, face à Gabriel Attal, face à Jean-Luc Mélenchon? Scénario impensable. Pour l'instant, l'option au Rassemblement national reste la plus plausible, vous êtes d'accord? Absolument. Ne serait-ce que parce que c'est le camp politique qui a
malgré, je dirais, quelques incohérences doctrinales ou programmatiques, c'est celui qui est le plus uni, ne serait-ce que tout simplement parce qu'il n'a jusqu'à présent pas exercé le pouvoir au niveau national et que donc ils ne vont pas se désunir avant d'y arriver. Merci Guillaume Bernard pour cet éclairage, on y voit plus clair, rien n'est joué et nous aurons certainement l'occasion de faire appel à votre connaissance et votre perspicacité pour décrypter cet instant de la politique française. À bientôt, merci. Et vous restez avec nous surtout parce que, très important, je reçois... C'est rare que je donne le nom de l'auteur d'abord. Je reçois Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture, qui lance un cri d'alarme à travers un livre qui s'appelle Le Chant du sol. Un cri d'alarme, l'humanité va disparaître si on ne fait pas attention à notre sol. Julien Denormandie, ça a été un excellent ministre de l'Agriculture. C'est un de ceux qui ont conçu le rêve En Marche en 2017. Il est un des auteurs de la victoire d'Emmanuel Macron. Il a pris du recul depuis. Il a été pressenti 3 fois pour diriger le gouvernement de la République française. Et aujourd'hui, il a décidé de consacrer sa vie, son engagement à la défense du sol, de la nature et de l'environnement. Je le reçois, vous restez avec nous. Vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Je suis convaincu que vous avez des dizaines de questions pertinentes et courageuses à poser à Julien Denormandie. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 5 février de l'an de grâce 2026 et je reçois quelqu'un qui est important pour moi d'abord parce que avec Julien Denormandie, nous partageons des valeurs sur les enjeux agricoles et alimentaires. Il a été ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, un ministre de l'Agriculture qui s'est distingué par rapport à d'autres avec Stéphane Le Foll, je cite ces deux-là, parce qu'ils ont fait bouger les lignes, notamment au rapport avec le syndicat majoritaire, en apportant des idées et en prenant conscience que l'enjeu agricole était un enjeu politique majeur. Stéphane Le Foll et Julien Denormandie sont des ingénieurs agronomes. Ce sont des gens qui ont la compétence, des gens du métier. Donc, Julien Denormandie a été ministre de l'Agriculture. Il aurait pu poursuivre sa mission au gouvernement. Il a préféré se dédier à une autre cause. D'abord à sa famille, le courage d'un homme politique à qui on proposait des postes très importants. La famille d'abord, son épouse Cécile, ses enfants, et surtout la cause de l'environnement en général. Julien Denormandie est persuadé qu'il n'y aura pas d'avenir sur cette planète et pas d'avenir politique si on n'intègre pas le phénomène environnemental, écologiste si vous voulez, donc la préservation de la nature dans tous les enjeux politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'ira pas sur ce terrain-là. Julien Denormandie a été pressenti 3 fois pour occuper le poste de chef du gouvernement de la République française. Et puis finalement, il a opté pour autre chose. Et aujourd'hui, on a ce document précieux, Le Chant du sol. C'est un traité politique, c'est un projet révolutionnaire, c'est pas le petit livre rouge, sous forme de conte, charmant, accessible à tout le monde, un bonheur à les lire. Je l'ai lu hier en une après-midi, où Julien Denormandie, avec la préface d'Éric Orsena, avec lequel il a écrit un précédent livre, Comment nourrir sans détruire la planète, explique que si on ne prend pas d'urgence soin de notre sol, vous savez, ce plateau sur lequel on met nos pieds sur terre et l'humanité risque de courir à sa perte. Julien Denormandie, merci d'être aujourd'hui sur Sud Radio. Est-ce que l'enjeu est aussi grave que ça ? D'abord, merci beaucoup à vous, Perico, pour votre invitation. Merci beaucoup aussi de consacrer du temps à ce sujet si important qui est le sol. Moi, je suis ingénieur agronome, vous l'avez dit, et depuis tout petit, j'ai été passionné par les forêts, par le sol, et je suis persuadé que le sol, ça fait partie de ces personnages qui, dans notre vie de tous les jours, on les côtoie, mais en fait, on ne les connaît pas. On pense les aimer, mais en fait, probablement sans aucune considération. On pense savoir qui ils sont, mais en fait, on ne les connaît pas vraiment. Et j'avais cette volonté de pouvoir offrir une sorte de rencontre avec ce personnage, d'essayer de montrer à travers de la littérature ce pourquoi il m'importe et ce pourquoi il est important à mes yeux, ce qu'il nous permet d'avoir, ce qu'il nous permet d'éviter aussi, et peut-être ces leçons qu'il nous enseigne et que nous n'écoutons pas forcément alors qu'il serait de bon ton de le faire. Je vous donne juste un exemple. Songez tout ce que le sol a enfoui au fil des millénaires, l'homme n'a eu cesse d'essayer d'aller le chercher. Je pense au pétrole, je pense à certains métaux. Vous dites que c'est un trésor, en fait. C'est un trésor qu'on a sous nos pieds. Et en fait, ce sol nous a donné des signes. Il nous a dit, moi, j'ai enfoui un certain nombre de choses. Il y a d'autres choses qui, en revanche, je vous les régurgite, je vous les offre, comme l'eau.
Et peut-être que ce qu'il a enfoui derrière ce message, évidemment poétique, et je veux aucun comportement nié derrière tout ça, mais peut-être que derrière ces messages, il y a des vraies volontés de vie, ou en tout cas des leçons qu'il nous faut retenir. Est-ce que la maxime qui veut voyager loin mais nage sa monture est à appliquer? L'humanité habite cette planète. Le sol, c'est l'essentiel de la ressource, parce que même l'eau dépend du sol. L'air, c'est autre chose. L'eau, le sol. Si on ne prend pas soin à ce que, comme vous dites, cette richesse, ce que le don du sol qui nous donne, on va puiser. Si on lui demande plus qu'il ne peut nous donner, si on va trop loin dans l'extraction de ces richesses, ça met non seulement nos sociétés, mais peut-être l'humanité tout entière en péril. À un moment donné, il y aura un seuil franchi qui sera irréversible. Il y a un point qu'on ignore, ou en tout cas qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, sans le sol, il n'y aurait pas de rivière. Le sol, c'est un vieux personnage, il a 470 millions d'années. Il s'est constitué lorsque la vie est sortie de l'océan, est venue sur la roche-mère. À l'époque, la planète Terre n'était qu'un amas de cailloux, de roches primitives, entourées de mer. Et cette vie est apparue, sortie de l'eau, pour aller sur cette roche-mère, et de là a commencé par des phénomènes biologiques à créer ce qui va devenir ensuite l'humus, donc cette terre. Le sol est devenu terre. Julien Normandie, c'est quoi? C'est un amas d'algues, de matières organiques, de minéraux qui ont fait les continents, et qui ont fait cette couche au-dessus de la roche primitive, en venant aussi dégrader cette roche primitive. Et c'est cette couche, cette terre, ce sol, qui permet aujourd'hui d'avoir des rivières. S'il n'y avait pas de sol, s'il n'y avait que cette roche, lorsqu'il pleut, l'eau, dans ce cas-là, ruisselle, et jamais il n'y aurait de rivière. On parle bien du lit d'une rivière. En fait, ce lit n'est que le sol qui accueille cette rivière. On parle de source parce que l'eau ressort du sol. Et donc, en fait, ce sol, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de rivière. S'il n'était pas là, si ceux qui vivent, qui habitent ce sol n'étaient pas là et ne fonctionneraient pas, songez que il y aurait des amas de feuilles jusqu'à l'horizon. Ce sont les habitants du sol. C'est le sol qui vient dégrader ces feuilles mortes et qui transforme cette mort automnale en vie printanière. Et ceci peut être décliné dans plein d'autres catégories. On parle beaucoup du changement climatique aujourd'hui. Mais qui sait qu'il y a 2 fois plus de carbone enfoui dans le sol qu'il n'y en a dans l'atmosphère? 2 fois plus. Grâce justement à cette captation par les artisans, ces travailleurs du sol qui viennent capter ce carbone et qui viennent garder ce carbone dans le sol. Bref, ce sol, c'est un ami précieux. Et si on n'en prend pas soin, on va effectivement vers des situations encore plus difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui. En début d'ouvrage, le chant du sol, je vais vous demander tout à l'heure de décrypter pourquoi le chant du sol, parce qu'on comprend que le sol parle, il s'exprime, il chante, il pleure quelquefois, et même il fait la grève. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous mettez en début d'ouvrage la citation du président Franklin Delano Roosevelt en 1937. Une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. Rappelez-nous juste l'incident qui a fait dire ça au président Roosevelt. Les États-Unis avaient, dans le Middle West, des grandes cultures. On ne cessait de labourer. On transforme la terre en poussière, et puis tout d'un coup, tout disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé en 32 ? C'est un phénomène qu'on appelle le Dust Bowl en anglais. En fait, le sol déteste être nu. Et lorsque le sol est dénudé, lorsque on fait une monoculture suivie de périodes où on fait un labour intensif et on appauvrit le sol sans redonner au sol ce qu'il a pu donner aux cultures précédentes. À ce moment-là, on a un sol qui s'appauvrit, qui s'assèche, et en fait, c'est tous les cycles naturels qui disparaissent. Et dans ce cycle naturel, il y a le cycle de l'eau, ce qui fait que le sol devient de plus en plus poussière, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de végétaux qui, par un phénomène multiples, dont un qui s'appelle la guttation, qui est l'évapotranspiration. Bref, ce sol ne redonne pas de l'eau à de l'atmosphère. Là, on sent l'ingénieur agronome qui parle. Il y a moins d'eau dans les nuages, il y a moins de pluie qui retombe, et vous voyez là le cercle vicieux. Et en fait,
évidemment, cet ouvrage, c'est un conte. Ce chant du sol n'est pas du tout un essai agronomique. C'est vraiment un conte de littérature. Je le confirme, c'est pas un traité scientifique. Je dis par hasard, c'est un récit merveilleux avec des éléments de votre vie personnelle, de votre enfance. Vous mettez en scène cet enjeu avec de façon poétique. Alors vous avez des talents littéraires que je ne soupçonnais pas, qui sont indéniables. Et Éric Orsena, votre compère, est complice. C'est pour ça qu'il vous soutient, parce que vous êtes un vrai écrivain. Et le message que vous envoyez, malgré tout, est très fort. Julien de Normandie, on va rentrer dans le sujet. Un dernier mot. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de tenir compte de vos enseignements? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore prendre les mesures pour faire en sorte que notre sol continue à nous rendre heureux, nourrir, à nous protéger? Alors moi, je suis un éternel optimiste. Je pense que d'abord, il y a une considération. Ça parlera à ceux qui nous écoutent, mais regardez ceux qui sont en voiture en ce moment et qui sont sur Waze, par exemple. Regardez la couleur du sol qui est indiquée sur l'application. Pour les plus anciens d'entre nous, regardez les cartes Michelin dans la boîte à gants de la voiture. À chaque fois, le sol est blanc. Ouais, neutre, rien. Neutre. Blanc, la couleur du vide. Le sol, c'est 60% des espèces vivantes connues sur Terre sont dans le sol. Dans une cuillère à soupe. Je dis bien une cuillère à soupe de sol. De terre, on va dire. De terre. Prenez la terre de votre jardin. Vous prenez une cuillère à soupe. Dans cette cuillère à soupe, il y a plus d'êtres vivants en nombre qu'il n'y a d'humains sur la Terre. Pour vous donner là la puissance de la vie de ce sol. Et en fait, depuis tout petit, on nous présente le sol comme un personnage neutre, inerte, qui n'est pas vivant. Le sol, c'est vivant. Vous avez en tête cette odeur du sol, qui d'ailleurs a un mot magnifique qui s'appelle le pétrichore, qui veut dire étymologiquement le sang des dieux qui coulent dans les pierres. Quelle image! Et ce pétrichore, c'est l'odeur du sol. Quand vous vous baladez en forêt un matin après une averse, quand il a fait un peu chaud, on est saisi par cette odeur. Et en fait, cette odeur, elle est liée à quoi? Elle est liée à des êtres, en l'occurrence des bactéries qui sont dans le sol, qui sont actives et qui dégagent des odeurs au contact de l'eau. Mais tout ça, c'est magnifique. Donc oui, moi je suis optimiste. Il faut en revanche considérer que ce personnage, cet ami, il faut en prendre soin, il faut le considérer tel qu'il est, c'est-à-dire un être vivant et un écosystème vivant, diraient les biologistes. Et donc, par cet ouvrage, j'ai essayé de faire cette rencontre. Je me suis beaucoup inspiré parce que pour moi, c'est un modèle immense. L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, qui est probablement l'un des plus bel ouvrage conte environnemental du siècle dernier, écrit en 1953, l'homme qui plantait des arbres. On va continuer et vraiment, autour de l'arbre, dans cet ouvrage de Jean Giono, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur le sol. On va continuer à pétrichorer avec vous, donc on va faire le culte du sang des dieux. Vous nous appelez au 0800 26 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. J'ai en face de moi Julien de Normandie. C'est pas facile de l'avoir. Il se réserve beaucoup. Il ne parle pas inconsidérément. Et vous pourrez lui poser des questions sur l'avenir de la planète, sur le sol, sur la nature, tout ce qu'est l'écologie. Alors, l'écologie idéologique, l'écologie punitive, la bonne écologie, la préservation de notre bonne vieille terre, la mer, comme disait le général de Gaulle dans son discours de Bayeux, notre bonne vieille terre, la mer, à qui nous devons toute notre vie et notre espoir. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et oui, je suis en face-à-face cordial. On échange à bâton fleuri, à bâton terrestre avec Julien de Normandie, auteur Le Chant du Sol, préfacé par Éric Orsena aux éditions du Seuil, qui sort demain. Merci Julien de Normandie d'être venu sur Sud Radio présenter en primeur. C'est le premier média sur lequel vous intervenez pour expliquer cette mission, parce qu'il y a un sacerdoce dans votre livre, ce conte. Donc c'est un conte, un récit. Tout le monde peut le lire, y compris les enfants, et les grands scientifiques s'y retrouveront aussi, parce que les termes sont d'une telle précision, les enjeux sont parfaitement décryptés, le message passe avec un avertissement. On sort pas forcément rassuré parce que c'est pas violent, mais on comprend bien que si on réagit pas tout de suite, Dieu sait s'il y a des sujets de préoccupation sur cette planète aujourd'hui. Là, monsieur le ministre, vous mettez le doigt sur ce qu'il y a de plus crucial, surtout en France, où la terre est importante.
la terre de France, la terre d'Europe, la terre du monde. Préservons-la comme notre... on parle de la patrie, la matrie, et là on pourrait dire la solerie, la terrerie. C'est le socle de notre civilisation. La première phrase, alors c'est le gimmick de l'ouvrage. Le bruit commença un matin. Et en fait, vous expliquez que le sol se met en grève, mais comme un mouvement social, il en a ras-le-bol qu'on l'exploite, qu'on le traite mal. Il fait la gueule, il pousse un coup de gueule et il se met en grève. Dites-nous en plus un petit peu sur ce bruit qui commença un matin. En fait, pour parler de ce personnage donc, qui me tient si profondément à cœur, je me suis posé la question, fallait-il faire un essai ? C'est-à-dire expliquer... Un traité classique de démonstration. Exactement, expliquer en quoi le sol, à mes yeux, est important, qu'est-ce qu'il nous apporte, quels sont les enjeux actuels et qu'est-ce qu'il va se passer si nous ne réagissons pas. Et puis je me suis dit, en fait, c'est probablement pas la bonne manière. Mon objectif était d'avoir une représentation poétique de ce personnage. Une représentation à la fois poétique, c'est-à-dire un conte, avec beaucoup d'enseignements, je crois, dedans. Mais si un conte ne relate pas une histoire vraie, à l'évidence, il peut en revanche ne reposer que sur des faits réels. Et c'est cet ouvrage qui ne repose que sur des faits réels. Mais évidemment, comme c'est un conte, il fallait épaissir le trait, et je me suis dit peut-être que le meilleur des moyens, c'est ce bruit, cette trinité sonore, comme en théâtre, qui débute dans la capitale, un 22 septembre, au moment où un ingénieur, celui de la régie autonome des transports parisiens, Monsieur Victor, capte ce message, le comprend. Et en fait, c'est un message du morse qui est... Le sol s'exprime en morse. Et lui, il est en sous-sol, tout le monde panique, le gouvernement, la préfecture, la RATP. Et lui, il écoute le son, et il dit, je suis le sol, je suis en grève. Et ces vibrations sonores emportent inquiétude, emportent aussi désarroi. Et en fait, ce conte est un conte miroir, c'est-à-dire que ce sont 5 personnages différents, avec à chaque fois ce 22 septembre qui débute. Et pour chacun de ces personnages miroirs, un scientifique très proche des politiques, un agriculteur, le jeune Abel, une dame chef de projet. Il y a 5-6 personnages, hein. Victor, Abel, Mathilde, qui jouent chacun un rôle précis. Exactement, une chef de projet dans le monde de la promotion immobilière, un chef d'entreprise de la marque de vêtements Pimcaille, et puis une jeune enfant. Un patron de supermarché qui dit « Je continue à faire la viande locale. Exactement. Ma direction parisienne m'engueule, mais je continue à vendre de la viande Salers. » Et ces personnages donc vont vivre ce moment, cette grève du sol, et chacun en fait va faire son propre enseignement du moment. Et évidemment, dans ces personnages, c'est beaucoup de mes ressentis, c'est beaucoup de choses que j'ai pu vivre moi aussi, c'est évidemment beaucoup de mes réflexions, mais c'est aussi, je crois, des personnages dans lesquels n'importe qui peut se retrouver. Et c'était ça que je voulais faire passer comme message. Et en fait, la leçon de ce conte est au final très humble. Elle vise à sonner une forme de réveil, de conscience sur cet ami précieux qui nous veut du bien, qui est le sol, tout en n'étant jamais dans la leçon de morale. Et vraiment de laisser le lecteur à la fin de se dire, absolument, en fait, il est vivant. C'est le cri du sol à portée de tous. Julien de Normandie, nous avons Claude qui nous appelle d'Arcachon. À Arcachon, il y a la dune du Pilat. Claude, est-ce que la dune du Pilat, elle chante quelquefois? Moi, je l'ai entendu chanter, la dune du Pilat, quand le vent du sud vient la frôler sur le sommet. Bonjour Perico. Bonjour Claude. Oui, surtout en ce moment avec toutes les tempêtes que nous avons. Alors Claude, qu'est-ce qui vous amène à interpeller Julien de Normandie? Alors Julien de Normandie, le 30 octobre 2020, alors qu'il était ministre de l'Agriculture, avait autorisé les néonicotinoïdes pour justement la filière sucrière, la betterave sucrière. Et il avait dit à l'époque que on ne pouvait pas empêcher ce produit du fait même qu'il y avait 46 000 personnes qui vivaient de cette filière sucrière. Donc je suis un petit peu étonnée que maintenant il nous chante les
dirais-je, les louanges de la terre, alors que, je vous dis, le 30 octobre 2020, il avait fait une réponse parlementaire, qu'on peut voir sur Internet. Donc à l'époque, ça m'avait fait déjà bondir. Et là, en l'entendant, 5 ans après, faire comment dirais-je, le chantre des sols, alors que c'est quelque chose qui est dénoncé depuis très longtemps par des personnes qui sont proches du terroir et qui nous disent effectivement que le sol s'appauvrit, qu'il n'y a plus d'insectes. Donc je voudrais savoir comment Monsieur de Normandie a réagi maintenant 5 ans après, après avoir défendu. Merci Claude, je transmets, enfin il vous a écouté, il va répondre. Le sénateur Duplon revient à la charge d'ailleurs en disant qu'il faut réutiliser certains produits qui étaient interdits. On est dans le dilemme, Monsieur le Ministre. Le choix. Est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce qu'on préserve l'environnement, le sol au nom de valeurs? Est-ce que pour autant on prend le risque d'interdire ou d'empêcher des filières? Vous avez été confronté à cette réalité. Vous avez arbitré dans un sens. Expliquez-vous quel a été votre choix. Je suppose qu'il n'a pas été ni de gaieté de cœur ni idéologique. Il faut à un moment donné. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un choix sur lequel j'explique les raisons de ce choix que j'assume totalement et je l'assume encore aujourd'hui. Et merci beaucoup Claude pour votre question parce que c'est évidemment un sujet incroyablement important. Et j'explique toutes ces raisons dans l'ouvrage précédent que nous avions fait avec Éric Orsena, Nourrir sans dévaster. À quelle situation j'étais confronté? On était confronté à une production de la betterave ravagée par un puceron qui s'appelle le puceron vert qui donne la jaunisse de la betterave. Et il n'y avait pas de solution. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y avait eu des erreurs de fait les années précédentes? À l'évidence, oui. Il n'y avait pas de solution. Certains disaient la culture bio le permet. C'est pas vrai. Même la culture bio ne le permettait pas. Il n'y avait pas de solution face à ce ravageur qui est le puceron. Et donc en fait, on avait des cultures françaises qui étaient ravagées, alors que au même moment, en Europe. Je dis bien en Europe, en Belgique, en Pologne, en Allemagne, nos voisins utilisaient non seulement le produit que j'ai réintroduit, mais d'autres produits encore plus graves, plus nocifs pour nos sols et notre environnement. Et là, on est face à un dilemme parce que évidemment, moi, j'ai jamais nié l'impact de ces néonicotinoïdes sur l'environnement et notamment sur les abeilles. Mais j'ai essayé de le faire d'une manière la plus raisonnée possible, c'est-à-dire je veux bien qu'on se dise nous en France on va arrêter de produire tout ça, mais est-ce que la réalité c'est que vous Claude, Perico, moi-même, tous ceux qui nous écoutent allions arrêter de manger du sucre? À l'évidence non. En fait ce qui allait se passer c'est qu'on allait importer de pays européens des productions de sucre qui dégradaient encore plus le sol, l'environnement. Est-ce que je l'ai fait avec des conditions qui viser à minimiser au maximum le risque? Oui, en investissant beaucoup sur des solutions qui d'ailleurs aujourd'hui commencent à voir le jour, en limitant les cultures. Je l'ai refusé par exemple sur la moutarde parce que c'est ce qu'on appelle des plantes mellifères, c'est-à-dire qu'on les récolte après floraison, donc les abeilles sont très impactées là où la betterave est récoltée avant floraison, donc il n'y a que lorsque les abeilles viennent boire sur les gouttes d'eau qui sont sur les plantes, etc. Et tout ça montre que sur ces sujets écologiques, en fait, rien n'est blanc, rien n'est noir. C'est parfois très compliqué. Évidemment qu'il y a un sujet qui est de se dire il faut prendre à chaque fois la moins mauvaise des décisions, celle qui impacte le moins l'environnement. Tous ceux qui disent il y a qu'à, il suffit d'eux. En fait, sur l'environnement et la nature de manière générale, ça marche pas comme ça, malheureusement. Julien de Normandie. Donc oui, c'était des décisions difficiles, mais que j'assume et vous savez, qui n'enlèvent en rien mon engagement. Moi, je suis, comme le disait Perico, je suis ingénieur agronome, c'est-à-dire qu'à 14 ans, je voulais aller travailler sur les forêts. J'ai fait des études de bio. J'ai fait tout ça pour protéger l'environnement, pas du tout par souci de soutenir un tel ou un tel. On continue à en discuter, Julien de Normandie, passionnément. Vous parlez avec le cœur, vous avez vu, nos auditeurs vous interpellent. Ça va revenir inévitablement dans la conversation, les enjeux politiques et puis la protection de l'environnement. À tout de suite, vous restez sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend vos appels et Julien de Normandie se fera un bonheur et un honneur de vous répondre avec la franchise qui est la sienne. La France dans tous ses états.
Vous êtes sur Sud Radio, la France, tous ses États, qui reçoit aujourd'hui Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, auteur du Chant du Sol, publié aux éditions du Seuil avec la préface de Éric Orsena. Je rappelle Éric Orsena parce que vous avez écrit un précédent ouvrage avec lui, Nourrir sans détruire la planète. Donc là, c'est un essai pour le coup où vous faites bien comprendre, il faut nourrir la planète, c'est essentiel. La souveraineté alimentaire, j'allais dire planétaire, sera un enjeu majeur de notre civilisation, c'est bien la civilisation, et qu'il faut trouver le lien entre le fait de produire de façon raisonnable, en respectant les sols, la terre, en donnant de quoi vivre aux agriculteurs, tout en préservant l'environnement. Il y a un enjeu, et évidemment qu'on a des responsabilités politiques, on est obligé de trancher et de prendre des arbitrages. Vous avez été interpellé tout à l'heure par Claude qui vous avait dit, quand vous avez été ministre, vous avez autorisé les néonicotinoïdes, et vous expliquez, on a des arbitrages à faire quelquefois douloureux, et si on les fait pas, on peut interdire. Mais l'Union européenne telle qu'elle est faite, et on le voit avec le Mercosur, on ira les chercher ailleurs, où ils seront peut-être encore pires et encore plus nocifs. C'est pas facile de gérer le ministère de l'Agriculture. C'est un ministère, en France en particulier, un ministère très difficile. Vous en savez quelque chose? C'est le plus beau des ministères, je dirais. Donc, quand vous êtes ingénieur agronome passionné par l'agriculture et le vivant depuis toujours, je veux dire, c'est le plus beau des ministères. Après, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est dur. Vous avez à la fois beaucoup de crises à gérer, des crises environnementales. Je me souviens en 2021, ce gel atroce, ce gel tardif atroce. Ravageur. Plus grande catastrophe agronomique depuis le début du 21e siècle. J'ai perdu tous mes fruits dans mon jardin et ma petite vigne que j'avais entourée d'un gelé. Mais je dirais que vous, Perico, vous ayez perdu, c'est non, très pour grave. Dire que j'ai touché du doigt ce que je croyais être une information extérieure. Quand on est touché, mais bien sûr, mais il n'y a plus rien. Quand c'est votre métier, que vous avez des amandiers, que vous avez mis des années à faire planter, qu'il n'y a plus rien, et puis la nature met du temps à se remettre de ça. Vous avez les épizooties, la grippe aviaire, ou aujourd'hui la dermatose nodulaire. Et donc oui, c'est un ministère difficile, c'est un ministère absolument passionnant. Et puis, vous savez, c'est un ministère qui est au plus profond du quotidien des Français, l'alimentation. Moi, je crois beaucoup, et c'est aussi un des lions dans ce conte, Le Chant du Sol. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il n'y a qu'une seule santé. La santé environnementale, la santé animale et la santé humaine. Tout est lié. Dans le conte, il y a un de ces personnages qui est un jeune agriculteur et qui, du fait de la grève du sol, n'a d'autre solution que d'importer du tourteau de soja brésilien. On y est. Exactement, et des tourteaux de soja issus de déforestation et non pas cette belle herbe et cette belle prairie permanente du Cantal. En fait, il n'y aura pas les mêmes pourcentages d'oméga 3 et d'oméga 6 dans la viande de son élevage salaire. Et ce qui est vrai sur l'alimentation des animaux, dans les pratiques culturelles. Et donc, tout ça, cette seule santé, elle est au cœur de tout. Et peut-être, là encore, le sol est ce lien entre la santé unique, celle de l'environnement, des humains et des animaux. Julien de Normandie, si vous étiez appelé par la République à occuper de nouvelles responsabilités, si il était urgent que vous repreniez la gestion de ce ministère, quelle part du contenu de ce traité où vous livrez votre âme, là, vous lancez un cri d'alarme absolu avec des solutions très précises et des enjeux très clairs, est-ce qu'aujourd'hui le ministre de l'Agriculture de la République française peut appliquer tout ou partie de ce qui est inscrit et suggéré dans le Chant du Sol, ou c'est pas si évident que ça? Si, moi je pense que d'abord tout et la politique en premier lieu doit reposer sur une vision. Le drame, c'est quand vous n'avez pas de vision claire, quand vous n'avez pas de cap. Il peut y avoir des visions et des limites, Julien de Normandie. Je suis bien d'accord, mais déjà quand vous avez une vision claire, vous pouvez après prendre des décisions qui sont critiquées ou qui ne sont pas forcément soutenues, ou d'autres au contraire qui le sont. On le voit avec l'interpellation de Claude tout à l'heure. Je pense que ce qui est aussi difficile, parce que dans ce conte, Le Chant du Sol, il y a une part sur l'agriculture et aussi une grande part sur le logement, il y a une grande part sur l'économie, l'investissement, le fonctionnement du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, des échanges commerciaux. Il y a une grande part également sur nous en tant qu'individus. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est est-ce que, en somme, une fois qu'on a pris conscience que
qu'on avait besoin de protéger cet ami précieux. Est-ce qu'on est prêt à un certain nombre de changements ? C'est pas évident. C'est pas évident en termes d'alimentation, de la nature de l'alimentation. C'est pas évident en termes de logement, par exemple sur l'artificialisation des sols, nos modes de vie. Vous savez, il y a un mode de vie, et c'est frappant. Dans le conte, il y a un des personnages, donc une chef. Monsieur Firmin. Alors, en l'occurrence, c'est Madame Alexandra Germain qui elle est promoteur. Madame Germain, voilà. Madame Germain, elle est promoteur immobilier, et en fait, on se rend compte du fait de cette grève du sol, à quel point il devient de plus en plus difficile de bâtir. Et en fait, quand on va dans les retranchements, etc., on se rend compte que aujourd'hui encore notre urbanisme repose sur ce qu'on a appelé la charte d'Athènes de 1933. Monsieur le ministre, vous avez été, en tant que membre du gouvernement, confronté aux gens qui font du mal au sol, auxquels vous avez tenté de résister. On est dans le parlons vrai ici, on parle sincèrement et à cœur ouvert. Je suppose que dans votre mandat ministériel, votre mission ministérielle, il y a des fois où vous avez eu gain de cause sur des lobbies qui n'allaient pas dans le sens de ce que vous voulez, et des fois où vous avez dû, j'allais dire, vous soumettre, vous adapter ou plier parce qu'ils étaient plus forts que vous. Est-ce que l'agriculture française est encore en prise, soumise à des enjeux économiques entre la grande distribution, l'industrie agroalimentaire qu'eux ont besoin de développer? On est dans une logique vous êtes libéral, vous êtes démocrate. Est-ce qu'il y a un libéralisme compatible avec la protection du sol et un mauvais libéralisme, un néolibéralisme pas compatible avec la protection des sols? En fait, moi, je pense qu'on a tous une responsabilité. Parlez franchement, mais je sais que vous êtes franc. Non, je pense qu'on a tous une responsabilité. Oui, il y en a qui jouent pas le jeu, c'est évident. Et moi, j'aime pas trop le concept de lobbyiste parce qu'on est tous, on défend tous. Vous m'avez compris, des puissances économiques qui ont besoin de défendre leurs intérêts, mais peut-être de bonne foi. Je dis pas, c'est pas des salauds, mais ils ont des parts de marché à conquérir. Mais il y en a tous. Moi, je me souviens de ceux qui... on avait porté une loi qui s'appelle la loi Egalim et des gens... C'est vous qui êtes à l'origine de la loi Egalim. Des gens de la grande distribution qui, le jour même, me disaient de toute manière, nous, on a nos centrales à l'extérieur de la France et comme ça, on pourra contourner la loi. Alors que la loi, justement, leur imposait, y compris lorsqu'ils étaient en dehors de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est traité en justice, d'ailleurs. Donc oui, il y en a qui jouent pas le jeu, à l'évidence. Mais la responsabilité, elle est commune aux chefs d'entreprise, aux consommateurs. Moi, je pense qu'il y a un point essentiel, et je le dis très sincèrement, j'ai pas réussi à faire bouger les lignes là-dessus. Je pense que notre modèle, je suis profondément un libéral. Je crois à la possibilité de faire du libre-échange, un libéral tocquevillien, avec de l'humanisme dedans. Voilà. D'exporter. En revanche, je pense que toutes les théories économiques d'Adam Smith, de David Ricardo sur ce qu'on appelle les avantages comparatifs, c'est-à-dire en gros, moi, dans mon pays, je peux produire à bas coût tel ou tel truc, je vais inonder les autres. Vous les allumez, Julien, vous les allumez dans le bouquin. Et donc en fait, en son temps, le président disait que l'OTAN était peut-être en état de mort cérébrale. Moi, je pense beaucoup que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est en état de mort cérébrale. S'il faut bien mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est là-bas. Julien de Normandie, nous avons Simon qui nous appelle de Perpignan, du Roussillon, des Alberts. Quel beau paysage. Bonjour Simon. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au ministre? J'aimerais savoir un peu, parce que tout est lié, comment déjà il accuse les consommateurs de pas jouer le jeu, mais les consommateurs ils font par rapport à leur pouvoir d'achat. Déjà, je lui apporte une réponse. Donc il va aller vers le moins de 10 ans s'il n'a pas les moyens. Et deuxièmement, comment nous on peut appliquer des règles absolues par rapport à l'écologie quand tous les autres concurrents et même des propres pays européens ne respectent pas les mêmes règles. Donc là, la concurrence est faussée. Donc nous, la France, on est toujours les donneurs de leçons dans beaucoup de cas de figure. Il n'y a qu'à voir les voitures électriques avec le malus qui est employé, qui n'est pas le même dans les autres pays européens. Voilà, et on se tire une balle dans le pied. Alors bon, moi je trouve ça, l'écologie, on est tous d'accord, mais il faut que l'écologie soit équilibrée et on ne peut pas imposer aux autres membres déjà européens et puis extra-européens de suivre les mêmes règles parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est économiquement nous envahir. On a encore l'exemple de l'Ukraine avec les poulets ukrainiens et bien d'autres. Donc tout ça fait que de toute façon, les gens ne croient plus en l'écologie telle que nous on la voit au niveau français et parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, ils seront toujours perdants dans tous les cas de figure.
Simon, Julien de Normandie va vous répondre dans quelques instants. Hein, voilà, dans quelques instants, vous répondez à Simon. Vous aviez déjà commencé la réponse et on se retrouve dans quelques instants. Et vous continuez à nous appeler au 0826 300 pour poser des questions à l'ancien ministre de l'Agriculture. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Julien de Normandie. L'échange est pertinent et courageux parce que Julien de Normandie, il écrit un livre, un conte éloquent sur l'urgence à sauver le sol, et puis il assume le fait qu'il a été ministre de l'Agriculture du gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron. Il a été sous le Premier ministre sous Madame Borne. Sous Jean Castex. Et sous Jean Castex, absolument. Et donc on est dans la confrontation entre la responsabilité politique, le devoir d'administrer, de prendre des arbitrages, de prendre des décisions et d'avoir des valeurs personnelles. Julien de Normandie, ce n'est pas parce que vous avez dû prendre des décisions en tant que ministre de l'Agriculture qui peuvent être sujets à polémique ou à caution que vous n'avez pas pour autant des convictions, la foi et l'espoir, et que dans votre livre vous dites bien, même si j'ai été ministre de l'Agriculture, ça m'interdit pas de dire que si on protège pas les sols, on va à la catastrophe. On est vraiment dans cette logique-là. Et puis, vraiment, ce livre, c'est un conte littéraire qui parle d'agriculture, mais qui parle tout autant de logement, d'économie, qui évidemment repose sur mes expériences, mais aujourd'hui je travaille dans le domaine de l'environnement et donc je suis confronté tous les jours à ces questions que les entreprises se posent pour se dire comment faire en sorte de limiter les émissions de gaz à effet de serre, etc. Alors on répond, pour répondre à Simon. À Simon, déjà le point qui montre bien toute la discussion qu'on a et ce côté humble que j'évoquais tout à l'heure en parlant de ce conte. La question de Simon est à l'opposé total de la question de Claude tout à l'heure. Mais à l'opposé total, c'est-à-dire que si on écoute Claude, on va dans un sens, si on écoute Simon, on va totalement dans l'autre sens. Et en fait, ce qui est très difficile sur ces sujets environnementaux, sur ces sujets de protection, c'est que probablement, c'est plus complexe que d'aller que dans un sens ou que dans un autre. Il faut essayer de trouver des voies de passage. Moi, pour répondre à Simon, je suis complètement opposé, mais alors complètement opposé à l'importation de produits qu'on n'a pas le droit de faire chez nous. Et je suis tellement opposé donc anti-Mercosur, c'est clair. Mais anti-Mercosur, je suis tellement opposé que il y a 2 ans, je me suis rendu au Brésil pour écrire l'ouvrage avec Eric Orsena. Je voulais aller dans une région qui s'appelle le Mato Grosso, la grande région productiviste brésilienne. Bien sûr. Et là-bas, on m'a demandé de ne pas y aller au motif que ma sécurité ne pourrait être assurée parce que j'avais critiqué le poulet brésilien à tout va. Carrément. À tout va lorsque j'étais ministre. Donc, Simon, je partage totalement ce que vous avez dit. On ne peut pas ne pas avoir les mêmes règles du jeu. Après, vous avez évoqué un sujet en disant que j'accuse le consommateur. Non, pardon, moi je n'accuse absolument pas. Je suis, vous savez, avant d'être ministre de l'Agriculture, j'ai été ministre de la Ville, j'ai mes propres expériences, j'ai ma propre vie privée. Jamais je n'accuse quiconque où je ne suis pas dans la morale, où je ne suis pas dans l'injonction. Je crois que, en revanche, sans accuser, je peux faire un constat de se dire que il n'empêche que vis-à-vis du monde agricole, nous citoyens, on vote 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Manger, c'est voter. Manger, c'est voter. C'est une formule qui m'est chère, monsieur le ministre. Voilà. Et on peut le dire, et je le dis avec beaucoup d'humilité vis-à-vis des moyens de chacun. En revanche, et je me suis beaucoup battu là-dessus et je suis très critique lorsque ça n'est pas le cas. Je considère que la commande publique, que ce soit au niveau de l'État, des collectivités territoriales, la commande publique, elle doit favoriser l'agriculture française. Il me paraît aberrant aujourd'hui que lorsque dans les cantines, il ne soit pas servi de la viande à minima européenne, mais surtout française. Et faites le test. Il s'avère que quand j'étais ministre, j'ai pris un décret pour permettre à n'importe quel parent de demander dans les écoles, dans les restaurants, dans vos cantines, y compris lorsque vous travaillez dans une entreprise, l'origine des viandes, et pas que le bœuf, toutes les origines de viande. Demandez d'où vient le poulet. La traçabilité. La traçabilité. Qui existe sur les produits frais, mais l'Europe l'interdit sur les produits transformés. Vous le savez bien, c'est un sujet que vous avez. Mais déjà, aujourd'hui, par exemple, le poulet brésilien, c'est une honte, c'est bourré
d'antibiotiques de croissance. Et pourtant, ils composent plus de 50% des repas servis dans les cantines. Exactement. Et donc, à chaque fois que vous avez un poulet dans un restaurant, dans une école, dans un restaurant administratif ou autre, demandez l'origine. Dont une partie, monsieur le ministre, apportée par une filiale de la FNSEA, via Avril, vous le savez. Voilà. Mais je veux dire, encore une fois, moi je suis là pour soutenir personne et je suis pas là pour donner des je vous parle de contradiction dans ce Exactement. pays. On peut être syndicat majoritaire, défendre les agricoles et de la main gauche on importe du poulet brésilien. Mais on vit d'une cohabitation de contraire. Moi ce que je dis en revanche, c'est que voilà, ces règles qui consistent à dire en fait, je suis capable d'importer dans mon pays des élevages de poulets qui ont été faits avec 2 millions, 3 millions, 4 millions de poulets au Brésil, bourrés d'antibiotiques de croissance pour pas que les animaux ne tombent malades, alors que nous, on a en moyenne 50, 60 000 volailles dans un poulailler en France, avec un mal fou d'ailleurs, et je salue les agriculteurs, un mal fou à les élever. Ce système, il peut pas marcher, ça peut pas durer. Et encore une fois, c'est aussi ces réflexions que j'essaie de faire passer dans le champ du sol, parce que à la fin, qui en pâtit? Justement, c'est tout notre environnement. Julien de Normandie, bourré d'antibiotiques de croissance, en fait, c'est tout votre environnement qui en pâtit. Qu'est-ce que le gouvernement de la République française, avec vous, dedans ou pas dedans, qu'est-ce que le gouvernement de la République française en 2026 peut tirer du contenu de ce livre, du champ du sol, à mettre d'urgence en place pour protéger nos sols agricoles, nos sols nourriciers, notre environnement de la terre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent à faire qui serait plus menacé en France aujourd'hui qu'ailleurs? Alors, il y en a plusieurs, pas qu'une, mais il y en a plusieurs. Un ou deux essentiels. Moi, je pense si vous y étiez là, première mesure que vous prenez. Mon plus grand combat, c'est de mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière de cette organisation mondiale du commerce. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Aucun sens. Donc vous dites bien, c'est la consommation qui nous fait abîmer les sols. D'autres formes de consommation. Mais bien sûr. Et de production. Mais prenez le textile. On parle trop peu du textile. L'un des personnages du Chant du Sol, Monsieur Firmin, que vous évoquiez tout à l'heure, Perico, il a à la tête d'une entreprise qui s'appelle Pimcaille. Là encore, tout est faux, mais tout est vrai dans le livre. C'est-à-dire que, évidemment, ce personnage n'a pas existé, mais l'histoire sous-jacente, vous verrez, ce conte repose sur des... En 2017, l'OMC n'était pas l'ennemi de la Macronie, vous en convenez. Le textile aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, on parlait des pesticides. Oui. 20% des pesticides à travers le monde, c'est pour le textile. Il faut 2700 litres d'eau pour faire un t-shirt. Oui. Et en parallèle... Importé de Chine, en plus. Importé de Chine. Et on voit la destruction du monde que le textile emporte sur nos sols, sur notre environnement, et ainsi de suite. Et en parallèle, on a 90 millions de tonnes de déchets de textile par an, tout simplement parce que on utilise beaucoup moins de textile par rapport à tout ce qui est acheté. Et donc, là aussi, on voit que il y a un truc qui, moi, me tient énormément à cœur, c'est de revoir ces règles du commerce international en disant je suis pour le libre-échange, mais avec les mêmes règles. Mais deuxièmement, oui, il faut chacun se dise, est-ce qu'il y a des habitudes que nous devons changer? Julien de Normandie, vous avez grandi, vous avez mûri. Normalement, vous avez tiré les conclusions de cette expérience politique qui va bientôt avoir 10 ans depuis le rêve de 2017. Donc vous êtes un des co-auteurs, un des concepteurs. Je vous demanderai pas aujourd'hui si vous êtes déçu ou frustré. Je sais que pour l'instant vous occupez du sol. Je vous pose quand même une dernière question. Je ne pouvais pas ne pas vous la poser puisque vous êtes un représentant éminent, représentant de la Macronie à l'époque où elle était triomphante. Qu'est-ce que vous souhaitez en votre âme et conscience de bien à la France aujourd'hui? Quel est votre vœu pour la France aujourd'hui, en février 2026? Moi, je pense qu'on a d'abord besoin d'un apaisement, dans le sens où on sent que tout le monde est fatigué, épuisé par tout ce qu'on peut voir et par la dinguerie des débats. Mais je pense que il faut absolument qu'on ait une ambition hyper forte. Je le vois aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, je le vois aujourd'hui dans le monde des associations. Oui, on peut être ambitieux. Il faut pas avoir honte d'être ambitieux. Moi, c'est peut-être ça le fil conducteur de tout ce qu'on s'est dit depuis une heure. Moi, je crois qu'il est possible de trouver un moyen de produire, de préserver, de protéger, d'innover, donc, d'avoir cette très grande ambition, tout en préservant et en protégeant les plus fragiles ou nos écosystèmes. Vous pourriez la porter? Je crois que c'est possible. Est-ce que vous pourriez la porter? Moi, je porte à mon humble échelle un certain nombre de réflexions, comme avec ce livre. Mais
Alors peut-être que certains diront que je suis un éternel optimiste, mais je pense qu'on en a les moyens. Après, vraiment, ma plus grande crainte, et à la fois je suis persuadé que ça passera là-dessus, c'est pour moi l'Europe. L'Europe... Elle est très malade, hein. Mais oui, mais on n'a pas dit que c'était pas une solution. Non, mais vous avez le droit de dire qu'elle est très malade. Vous avez le droit de reconnaître qu'on s'est trompé. Non, mais elle est utile, elle est incontournable. Mais pas celle-là. Pas celle de Barroso et de Van der Leyen. Moi, je pense qu'il faut toujours revenir à cet esprit des pères fondateurs de l'Europe, qui en 1950, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, se disent pour que la guerre soit non seulement impensable, mais aussi impossible, on va partager en commun nos richesses avec celui qui a été notre ennemi. Pour cette formidable conclusion, le courage de ces gens. Merci. Soyons courageux et poussons l'Europe. Julien de Normandie, merci pour cette conclusion qui implique immédiatement une nouvelle invitation à en débattre avec moi plaisir. Ici sur Sud Radio. Un grand merci à vous. Je vous salue tous, je vous dis à lundi et on vous laisse demain. Vous avez André Berkoff qui